heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour cette nouvelle page d'information. Bonsoir et bienvenue à tous. Le 30 mai de chaque année, les Biafrais vivant au Gabon commémorent les 51 ans de la guerre du Biafra. Ce matin, ils étaient réunis au feu rouge de la Pairie pour ces moments commémoratifs écartelés entre tristesse d'un passé difficile et un avenir plein d'espoir. C'était en présence d'Arnaud Babokung et de Régis Kumba. Merci Seigneur, car tu as exaucé nos prières. In the mighty name of Chukwu Kabama, we are praying. En gloire de Chukwu Kabama, nous avons prié. Ces temps de prière et d'intonation de l'hymne national du Biafra sont à l'ouverture de cette commémoration des atrocités connues autrefois par le Biafra, ex-État sécessionniste du sud-est du Nigeria entre 1967 et 1970. Manifestation commémorative tenue à Libreville par les ressortissants biafrais. Si 7 jours 30 mai pour vraiment faire des souvenirs de 51 ans le génocide comité contre le peuple de Biafra par l'État de Nigeria, accomplisse avec Angleterre, avec les alliés qui sont tués notre parents, les hommes, notre père, notre mère, notre soeur, notre fille, tous nos enfants, par tout moyen. Avec les découvertes qu'on a fait, récemment on a découvert, depuis 1945, cette théorie est commencée, orchestrée par l'État de Nigeria avec l'Angleterre. Avec pour capitale Enugu ou Owerri, la guerre du Biafra ou guerre civile du Nigeria est un conflit qui a eu lieu le 6 juillet 1967 au 15 janvier 1970. Elle commence avec la sécession de la région. À l'issue de ce conflit armé, l'armée fédérale nigériane sortira vainqueur avec des changements territoriaux qui ont conduit à la réintégration du Biafra dans le Nigeria. Une appartenance à l'État du Nigeria que digère mal la communauté biafraise qui demande à sortir de cet espace territorial par la voie du référendum ou autre texte des institutions internationales. Actuellement, d'abord, nous comptons sous la puissance, le suprême puissance de Dieu. Parce que nous connaissons notre ancêtre, aussi basé, nous appelons, ça c'est à cause de nous utilisons cette occasion, toujours d'appeler Nations Unies, de souvenir les lois. Les Biafras ne sont pas, ce n'est pas les Biafras qui sont fait la loi, le peuple autochtone. Aujourd'hui, si tu regardes dans les continents d'Europe, plusieurs continents, tu découvres, une fois le peuple autochtone décide de soit indépendant, il passe les moyens approuvés par les Nations Unies par le référendum. Nous, aujourd'hui, nous appuyons sur les lois des Nations Unies pour demander pour que les Nations Unies, Européenne Union, Union africaine, aussi toute l'internationale communauté pour impliquer, pour organiser référendum, nouvel référendum. Nous sommes le peuple non violent. Aussi, Dieu vous fait souvenir. Bref rappel, le 30 mai 1967, le colonel Odumegwu Ojukwu, gouverneur militaire du Nigeria oriental, proclame l'indépendance de la République du Biafra. 5 semaines plus tard, le général Yakubu Gowon, au pouvoir à Lagos, lance une opération de police pour mater la région sécessionniste. C'est le début d'une guerre civile qui fera 1 million de victimes, notamment des civils affamés. À Libreville, les Biafrais qui y résident croient encore, par la puissance du Très-Haut, que l'indépendance et la liberté de cette région est encore possible. C'est le sens donné à cette mélodie qui a galvanisé l'assistance. Retour sur la
situation de la société Satram qui ne semble pas connaître une amélioration. À ce jour, les employés s'interrogent si oui ou non ils sont dans une phase de redressement ou de liquidation. La situation de la société Satram ne cesse d'inquiéter les employés. En effet, après avoir sollicité la venue d'un redressement judiciaire pour booster la direction générale, malheureusement pour ces employés, les choses ne sont pas allées dans le sens qu'ils espéraient. Selon des informations que nous avons pu recueillir, le syndic parcourt son chemin tout seul en écartant la direction générale. Ce syndic, qui devrait pourtant se limiter à veiller aux actions de la direction générale, outrepasse ses prérogatives. La perte du contrat avec Total en est la parfaite illustration pour ces employés dont les craintes augmentent un peu plus chaque jour. Voilà maintenant de nombreux mois que la société Satram connaît une situation particulièrement tendue. Pas de salaire pour les employés encore en poste, encore moins d'indemnités pour ceux qui ont été licenciés. Sommes-nous dans une phase de redressement ou de liquidation? S'interrogent ces employés laissés pour compte qui s'en remettent tout de même au chef de l'exécutif, soucieux des conditions de vie et de travail de ses compatriotes. Poursuivons ce journal avec l'actualité en rapport avec la municipalité. À l'hôtel de ville, depuis ce matin et jusqu'à demain a lieu la session ordinaire du conseil municipal de la commune de Libreville. Examen du projet de budget primitif de la commune exercice 2018 ainsi que d'autres points importants sont abordés. Retrouvons nos envoyés spéciaux de ce côté, Euphrem Biyogo, Ezo et Fleury à Siondo. C'est dans l'une des salles de fête que compte l'hôtel de ville de Libreville que se déroule pendant 2 jours la session ordinaire du conseil municipal portant sur l'examen du projet de budget primitif de la commune de Libreville, exercice 2018. Les 141 conseillers présents sur un total de 151 auront le devoir de plancher aussi sur d'autres questions, à l'exemple de l'approbation du don d'une propriété immobilière R+1 consentie par l'honorable député et conseiller municipal du 5e arrondissement, Gisèle Akoré, et dans une toute autre mesure, la problématique de l'insalubrité dans la commune de Libreville. Ainsi, le projet du budget primitif qui est aujourd'hui soumis aux conseillers s'inscrit dans un contexte économique, financier et social difficile. Il est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 27 milliards 517 millions 316 845 francs CFA contre 26 milliards 89 millions 400 056 francs CFA en 2017, soit une hausse de 5%. Il s'agit d'une légère progression qui témoigne de la prudence qui a présidé à son élaboration. En effet, depuis l'année 2015, et en dépit des performances significatives enregistrées, notamment en matière de recouvrement des recettes propres, le budget de la mairie de la commune de Libreville connaît un faible niveau d'exécution en raison de fortes tensions de trésorerie. Malgré ces quelques difficultés non cessées dessus, le montant cumulé des instances à la recette municipale de Libreville s'élève à plus de 20 milliards de francs CFA. Ainsi, des mauvais contribuables sont ainsi invités à faire preuve de leur civisme fiscal, lequel passe par une régularisation permanente de leur situation administrative. En dépit de ces contraintes qui nous ont conduits à faire des arbitrages difficiles, nous avons voulu maintenir un niveau d'investissement qui permet de poursuivre la modernisation de l'administration municipale, l'action sociale de la mairie et de construire la ville de demain. Nous envisageons donc de poursuivre la réalisation de projets importants inscrits dans notre programme depuis les années 2014 et 2015, mais qui, par faute de moyens financiers, n'ont pas toujours pu être engagés, soit finalisés. Au nombre de ces projets, je vais citer notamment le complexe socio-culturel et des loisirs de Libreville, dont les travaux connaissent actuellement un niveau d'exécution ralenti. Le début des travaux de la construction de la mairie du 2e arrondissement, l'achèvement et l'équipement du centre médical du 5e arrondissement, fruit de la coopération avec l'Association internationale des maires francophones, la fourniture d'équipements pour la médiathèque municipale, dont le bâtiment a été offert gracieusement à la commune par notre collègue conseiller municipal,
Madame Gisèle Akougué, épouse. Les couches sociales défavorisées ne sont pas en marge du plan de développement mis en place par le bureau du conseil. Un accent particulier est également mis dans le secteur associatif et l'attribution des bourses d'excellence aux élèves des établissements scolaires issus des établissements primaires. Une vision nouvelle pour la commune de Libreville qui devrait compter sur l'apport des conseillers afin que le présent budget soit validé tel que présenté. À Port-Gentil, le centre hospitalier régional de Ntchengue se dote des équipements modernes, lesquels viendront faciliter le travail du personnel. La caravane Solidarité Hôpital Ntchengue porte déjà ses fruits. Reportage. Si la question des médecins spécialisés au sein de l'hôpital régional de Port-Gentil a été réglée il y a bientôt 2 ans, la structure manque toujours d'équipements modernes à même de favoriser le travail du personnel et l'accueil de certains cas. Toutefois, cette préoccupation pourrait être bientôt un lointain souvenir au terme des travaux de réfection actuellement réalisés dans le cadre de la caravane Solidarité Hôpital de Ntchengue. Au cours d'une récente visite, l'équipement moderne acquis via les fonds collectés nous a été présenté. Il y a l'essentiel, par exemple ici, il y a un ventilateur, c'est pour la réanimation, 2 ventilateurs de la meilleure marque Braga. Ici, on a des bistouri, 2 bistouri pour le bloc opératoire, les berceaux pour tous les néonates. Aussi, ils ont commandé des civières, des brancards, aussi des moniteurs. Ici, nous avons un moniteur multiparamétrique qu'on utilise généralement dans le bloc opératoire. La dernière marque de Philips de lithographie, c'est une marque vraiment impeccable. Après, nous avons un frigo là pour le laboratoire. Ces 2 cartons, c'est une développeuse numérique. Des appareils de dernière génération acquis sur la base d'un cahier de charges dressé par les médecins et inexistant au sein de l'hôpital. Ça, c'est la liste qui manque à l'hôpital de Ntchengue. Donc, ils ont fait de sorte à compléter tout ce qui manque. Et avec ce matériel, les équipements biomédicaux seront bien. Il y aurait des ingénieurs qui vont arriver, des fournisseurs comme Draguer, comme pour l'échographie. Et moi-même, je suis ingénieur de domaine, donc on va faire des formations à l'utilisation, que ce soit au niveau de la maintenance des techniciens, que ce soit au niveau de la manipulation du cadre médical. Donc cette première phase, elle était accomplie. Comme vous voyez, tout est bien stocké. Structure hospitalière de référence censée offrir aux populations des soins de qualité et une réponse aux différents cas de pathologie, le CHR de Ntchengue, du fait du manque d'équipement, aura été longtemps loin de ses standards. Cette année de présence au Gabon pour le groupe Olam, occasion pour cette entreprise sous le contrôle de Maïs Moïsi et de Marc Ona Essangui de faire un bilan des activités de cette entreprise présente au Gabon depuis 2010. Euphrem Biyogo Edzo. Cette année de présence et d'investissement au Gabon du groupe Olam, un bilan en somme positif au regard de l'impact de ces différentes activités engendrées sur l'économie gabonaise de 2010 à 2017, une séance de restitution menée conjointement par 2 nationaux, Maïs Moïsi, éminent économiste, et Marc Ona Essangui, lauréat du prix Goldman sur la préservation de nos forêts. Le dit rapport détaillé comprend 106 pages en liaison étroite avec la méthodologie de l'étude socio-économique, impact positif, limites et axes d'amélioration, comment amplifier les impacts positifs et limiter les impacts négatifs. Cette étude indépendante a permis notamment aux intéressés d'aller au contact des populations dans divers sites exploités par Olam. Nous avons visité les plantations, la destincoque, les ports, et sur chaque site, nous avons eu des entretiens avec des responsables et des entretiens sur la base d'un échantillon avec les salariés que nous avions sélectionnés. Et généralement, et vous le verrez également dans l'étude, l'échantillon était constitué de telle sorte qu'il soit représentatif de la réalité des salariés. Chez Olam, il y a plus d'ouvriers que de cadres, et dans notre échantillon, il y avait beaucoup plus d'ouvriers que de cadres.
Je vous ai parlé des 14 villages et au cours de cet entretien, nous avons réalisé 210 entretiens. Aussi bien avec des responsables d'administration, des responsables de l'âme que dans les villages. Pour la réaliser également, nous avons utilisé 150 séries de données pour pouvoir réaliser de nombreux tableaux que vous voyez dans l'étude. En réalité, il y en a 39. Et également un certain nombre de figures explicatives et l'étude se termine par des recommandations qui sont au nombre de 35. Dans une nation, la richesse nationale se mesure par un agrégat appelé le PIB. L'investissement de l'AM sur l'année fiscale 2016 est plus que élogieux au regard des chiffres. Que sur l'année fiscale 2016, Olam a contribué à hauteur de 295 milliards dans la formation du PIB nominal. Ça fait environ 3,6% du PIB total et 5% du PIB hors pétrole. Au titre des griefs à l'endroit de l'âme, on note cependant une faible densité sur les finances publiques, une faible représentativité des industries locales à la ZRP d'un COC, soit 23% des entreprises gabonaises, contre 77% des groupes étrangers. L'impact des activités de la Sotrader Graines sur les sites et régions reste à déplorer. Aucune transparence des activités de l'âme n'est rendue publique en termes de chiffres. La dernière étape, c'est le rapport que nous avons publié en 2016, en décembre 2016, avec une organisation américaine, IKEA, où nous avons dénoncé le taux de déforestation de l'âme dans toutes ses activités au Gabon, sachant très bien que l'âme, au Congo-Brazzaville, est certifié FSC. Ça veut tout simplement dire que dans le taux de déforestation prévu par cette certification, il ne faut pas dépasser 10 000 hectares. Et toutes les activités de l'âme au Gabon en une année ont fait la démonstration que les 10 000 hectares ont été dépassés. C'est pour ça que nous sommes tombés d'accord. Quand nous avons publié ce rapport, on a dit, écoutez, pas la terre. L'âme a dit pas la terre. On a commencé des discussions à Washington entre le patron de l'âme de Singapour et le patron de Mighty Earth, Henry Waxman, à Washington, sur un moratoire d'un an, zéro déforestation. Cette séance de restitution a eu tout son sens, histoire de dissiper tout malentendu entre cet opérateur économique et les populations gabonaises. C'était le 27 mai dernier, mais on en parle encore. Il s'agit de la fête des mères. Lambert Noël Mata, en sa qualité de ministre de l'Intérieur, a fait le tour des casernes relevant de son administration pour souhaiter une bonne fête des mères à toutes les femmes policières. Reportage. Le personnel féminin de nos forces de sécurité et de défense était à l'honneur dans le cadre des festivités de la fête des mères. Cela après la tournée initiée par le ministre de l'Intérieur au sein des casernes relevant de son administration, un tour de propriétaire qui l'a permis de comprendre dans quel cadre exercent souvent ces dames dévouées qui, par leur courage et amour, permettent à l'humanité d'exister. Le commissariat d'Obengo est heureux de vous recevoir en ce jour mémorable de la fête des mères. Aussi, cette fête des mères, ou devrais-je dire fête des femmes, nous permet le 27 mai de chaque année d'honorer la figure la plus importante aux yeux du monde. J'en suis convaincue que nous le faisons tous avec une émotion partagée. Pour la petite histoire, un enfant pleure parce qu'à l'école, rien n'est facile, qu'il doit apprendre et réussir, qu'il doit s'imposer face à ses camarades, qu'il doit se faire des copains. Maman le retrouve le soir, l'accueille pour un câlin qui efface les contrariétés de la journée. Plus tard, nous le savons tous, bien qu'adulte, on demeure toujours enfant de sa maman. Quand les difficultés ou le bonheur arrivent, c'est à maman que l'on se confie. Maman est toujours là. Les enfants sont tous différents, et maman aussi le sont. La plus belle des mamans est bien celle dont l'amour inonde tous ses enfants à chaque seconde. C'est cet amour universel que nous célébrons aujourd'hui. Alors, c'est avec un immense plaisir que je voudrais remercier toutes les mamans pour leur dévouement et l'amour qu'elles donnent au quotidien à leurs enfants. La fête des mères doit être l'occasion de rendre hommage à toutes les femmes, et particulièrement celles qui concilient
comme nombre d'entre vous, mesdames, vie familiale et professionnelle. Conscients de leur importance au sein des forces de police nationales, au même titre que les hommes, Lambert Noël Mata, en sa qualité de dépositaire de l'autorité au sein de cette administration, a procédé à la remise des présents aux femmes, mères, un scénario qui s'est poursuivi dans l'ensemble des commissariats des communes de Libreville, à Kanda et au Vendo. Cette personne qui donne la vie, qui éduque, qui encadre, qui concourt à l'épanouissement d'un enfant. Donc, cette personne qui perpétue la vie dans un pays, dans une nation. Nous avons donc choisi aujourd'hui d'aller vers ces personnes qui sont à la fois agents publics, mais également maires. Donc nous situons cette visite sous le sceau de cette reconnaissance que nous devons à la femme policière, à la femme mère, donc à la femme tout court. Une initiative louable que compte pérenniser l'actuel ministre de l'Intérieur. Et dans l'actualité hors de nos frontières, deux policières belges et un homme de 22 ans ont été assassinés lors d'une fusillade dans le centre de Liège en Belgique. L'assaillant a été abattu par les forces de sécurité. Le parquet fédéral, pour sa part, a retenu le caractère terroriste de l'attaque. Reportage. Des coups de feu au cœur de Liège. La panique sur la plus grande artère de la ville. Il est près de 10h30 ce matin. Un homme vient d'abattre deux policiers devant un café. Un passant filme, atterré. Choqué quoi. Putain, choqué. Une femme qui se trouvait dans sa voiture est également décédée. L'assaillant aurait ensuite pris la fuite et pris brièvement une femme en otage devant un lycée à proximité. Il s'agirait d'une employée de l'établissement. Les forces de l'ordre arrivées en nombre ont abattu l'assaillant, dont les motivations sont pour l'instant inconnues. Le Premier ministre belge a immédiatement réagi. Je veux évidemment d'ores et déjà adresser au gouvernement tout notre soutien pour les victimes, pour les familles des victimes. Et nous aurons l'occasion plus tard dans la journée de donner d'autres informations. Les circonstances de cette attaque sont encore floues. Selon les médias belges, c'est lors d'un contrôle de routine que l'homme se serait emparé de l'arme des policiers avant de la retourner contre eux. Lui était armé d'un couteau. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'assaillant ne serait pas un inconnu des services de police. L'armée israélienne a annoncé avoir mené de nouvelles frappes dans la nuit de mardi à mercredi contre 25 objectifs militaires liés au Hamas dans la bande de Gaza en réponse à des tirs palestiniens. Reportage. À 1h du matin, toute la nuit de mardi à mercredi, des roquettes tirées depuis Gaza traversent le ciel. La plupart sont arrêtés par le bouclier antimissile israélien. Mardi déjà, des dizaines de mortiers ont été envoyés en direction des villages frontaliers. Plusieurs Israéliens ont été blessés par des éclats d'obus. Des éclats d'obus qui sont également tombés dans cette cour d'école avant que les enfants n'arrivent. Dans un très rare communiqué commun, le premier depuis 4 ans, le Hamas et le djihad islamique revendiquent ensemble cette opération. L'armée israélienne a répliqué visant plusieurs dizaines de cibles, dont un tunnel. Nous répondrons de manière appropriée à la violence. Et un retour au calme sera également suivi de notre part. L'armée israélienne n'a aucun intérêt à une escalade, mais nous sommes prêts à nous défendre. Depuis Ramallah, le président de l'autorité palestinienne rejette, lui, la faute sur Israël. L'occupation israélienne a lancé aujourd'hui une violente agression sur la bande de Gaza, avec des roquettes et des avions, ce qui indique que l'occupation ne veut pas la paix. Nous exigeons la paix. La région est sous tension depuis plusieurs semaines, depuis les grandes marches du retour qui ont fait plus de 100 morts côté palestinien. Une médiation égyptienne avait permis un premier retour au calme mi-mai. L'Égypte, qui serait également intervenue ces dernières heures pour négocier une trêve.
Le malaise du sport gabonais devrait avoir un remède consistant. Le changement de ministre du dit département n'a jamais apporté de solution aux différences qui gangrènent le développement du sport dans notre pays. C'est la réflexion menée ici par Ulrich Sima et là dans cet élément. Le changement de patron au ministère des Sports depuis 5 ans n'a pas réussi à trouver des mécanismes permettant de faire éclore le sport dans notre pays qui descend vers le tunnel. 90% des fédérations cadrent leurs activités entre 3 provinces, à savoir l'estuaire, le Goué-Maritime et le Haut-Ogoué, oubliant que le Gabon contient 9 provinces. Cette logique ne respecte pas les conditions qui poussent le ministère de tutelle à accompagner financièrement ces entités qui ont véritablement pour rôle de participer à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives à travers le territoire. Le nouveau ministre des Sports et sa déléguée, nommée depuis moins d'un mois, veulent prendre le taureau par les cornes après avoir réussi à trouver une solution pour relancer le championnat national qui était arrêté depuis 3 mois. Le ministre Alain-Claude Bilébizé et sa déléguée Laetitia Diwekou ont entamé une série de rencontres avec tous les bureaux des fédérations sportives afin de voir plus clair sur les différents malaises qui mettent au point mort le sport gabonais. Pendant ces audiences, le problème de subvention a été la copie des doléances présentées par toutes les fédérations qui depuis 4 années ne perçoivent pas ce budget qui permet la réalisation des activités de ces associations. Les ministres ont promis de soutenir toutes les fédérations pour l'accomplissement de leurs activités. Mais une équation reste à résoudre, celle de l'utilisation des moyens qui sont souvent dégagés par le Fonds national pour le développement du sport. Ces dizaines, voire centaines de millions prennent souvent des directions inconnues, privant des véritables bénéficiaires que sont les athlètes. Que célèbre-t-on ce 30 mai 2018 dans le monde? Vous l'avez compris, nous sommes dans la rubrique Expression libre. Retrouvons Mosconi Ngonba et Vitalis Kumba. Je n'ai même pas dans ce moment. Ce qui veut dire que je ne sais même pas faire de la Au Gabon. Je sais pas. On célèbre la journée mondiale des droits de l'homme avec pour thème la maltraitance des enfants. Voilà, c'est sur ce que s'achève cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis.